Fait divers. Nous allons maintenant en Floride, aux États-Unis, où cette histoire à peine croyable a fait les gros titres. Il y a quelques jours, une jeune femme de 22 ans est tombée enceinte d'un garçon de 11 ans qu'elle gardait en tant que babysitter. Elle vient de comparaître pour ces faits à l'occasion d'un procès très médiatisé qui a tenu toute l'Amérique en haleine au vu des faits pour le moins sordides qui lui sont reprochés. Alors, tout commence en 2014 à Tampa, en Floride, où Marissa se fait embaucher par la famille Campbell pour s'occuper de Christopher, leur garçon, alors âgé de 11 ans. La jeune femme de 22 ans va alors intégrer le foyer et vivre pleinement au sein de cette famille américaine, tout en gardant le jeune Christopher. Et lorsqu'elle tombe enceinte, quelques semaines plus tard, personne ne s'inquiète outre mesure, car en fait Marissa a un petit ami. Pourtant, 3 ans plus tard, Christopher, alors âgé de 14 ans, va faire des aveux glaçants à sa mère. Marissa l'aurait violée à de nombreuses reprises depuis qu'elle a été embauchée par la famille. Et stupeur, les tests ADN confirment que Christopher est bien le père de l'enfant dont Marissa a accouché en 2014. Alors le choc est immense pour la famille qui avait accueilli la jeune fille sous son toit, sans jamais se douter de ses intentions, bien évidemment. Mais alors comment une telle situation est-elle possible? Nous sommes à Tampa, une grande ville de Floride, sur la côte est des États-Unis. C'est ici que vit la famille Campbell. En janvier 2014, Nadine, la maman, décide de recruter une nourrice pour l'aider à s'occuper de son fils, Christopher, 11 ans. Sa belle-sœur lui recommande alors Marissa, une jeune femme de 22 ans qu'elle a elle-même engagée. Après un premier entretien concluant, Nadine décide d'embaucher la jeune nounou. Marissa emménage alors avec la famille et elle semble s'intégrer à merveille. Christopher, lui, a l'air heureux et passe son temps à faire du vélo, jouer au Lego ou barboter dans la piscine avec sa nouvelle nounou. Mais au bout de quelques semaines, Marissa tombe enceinte. Elle ne précise pas le nom du père à sa famille d'accueil. Mais ces derniers supposent qu'il s'agit de son petit ami de l'époque, un militaire parti en mission. À l'automne 2014, Marissa accouche d'un petit garçon qui intègre à son tour le foyer Campbell. À ce moment-là, personne ne se doute encore de l'effroyable secret que cache la jeune femme. 3 ans plus tard, en septembre 2017, Christopher, alors âgé de 14 ans, va faire des aveux glaçants à sa mère. Il lui confie qu'il aurait été victime d'agressions sexuelles à répétition de la part de sa nounou, Marissa, depuis son arrivée chez eux. Rapidement, une enquête est ouverte et la police effectue un test comparatif d'ADN entre l'adolescent et l'enfant de Marissa. Et les résultats révèlent l'impensable. Christopher est bien le père du bambin, alors âgé de 3 ans. La famille est sous le choc. Je la considérais comme ma fille. C'est incroyable qu'elle ait pu trahir ma confiance comme ça. Comment elle a pu voir mon fils comme autre chose qu'un enfant ? Après ces révélations glaçantes, Marissa est entendue. La jeune femme déclare alors que c'est le petit garçon de 11 ans qui l'aurait violée à l'époque. Elle est mise en examen et écrouée dans un centre de détention. Derrière les barreaux, elle va pourtant appeler Christopher et avouer au cours de la conversation qu'elle est bien l'auteur des abus sexuels. De son côté, Christopher se retrouve aujourd'hui, à 17 ans, avec un jeune enfant sous sa responsabilité. Une situation extrêmement difficile à vivre, selon sa mère. Cette histoire lui a coûté son enfance. Il ne va pas profiter de sa jeunesse, comme les autres adolescents. Désormais, la vie du jeune homme est rythmée par son nouveau rôle de père. Le matin, juste avant de rejoindre son lycée, Christopher dépose son fils à la maternelle. Et le soir, pas de sortie entre amis ou de rendez-vous romantique pour l'adolescent qui doit s'occuper de son fils. Mais alors,
Qui est vraiment Marissa, tombée enceinte d'un garçon de 11 ans? Comment Christopher et sa famille vont-ils se reconstruire après ces terribles découvertes? Et surtout, à quelle peine sera condamnée la nourrice pédophile? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Jean Dorido, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes psychologue, merci de nous avoir rejoints en direct parce qu'on a besoin quand même de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de cette femme. Comment ce garçon qu'elle devait garder, qui avait 11 ans à l'époque, comment tout à coup elle a sexualisé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était plus un enfant, pour elle, c'est devenu un objet sexuel. C'est exactement ça, vous avez vraiment utilisé le mot qui convient, c'est-à-dire que l'enfant devient un objet, c'est finalement ce qui est commun à tous les crimes pédophiles, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont atteintes de ce trouble pathologique, qui sont traversées par des espèces de pulsions, d'élan, qui vraiment les fait oublier qu'ils sont avec un enfant, dont ils sont responsables, qu'ils doivent précisément protéger des adultes qui seraient traversés par de tels élans. Et à ce moment-là, eh bien la situation bascule avec, en plus dans le cas de Marissa Maury, une relation d'emprise, puisque c'était une personne qui avait autorité sur l'enfant, elle était chargée de le garder, donc c'est quelque chose qui aux yeux de la justice est aggravant. Et pour cause, c'est normal, parce que psychologiquement, l'enfant est dans une relation de confiance, une relation d'emprise, et peut se retrouver dans des phénomènes de sidération, finalement, ne réussissant pas à protester parce que complètement bloqué, le stress, c'est quelque chose qui inhibe de façon très très forte les réactions, et précisément ça a été le cas puisque au moins une quinzaine de fois cette dame a abusé sexuellement de Christopher. Mais est-ce qu'elle peut avoir juste cette pulsion avec un seul garçon, en l'occurrence Christopher, ou c'est forcément quelque chose qu'elle avait auparavant? Est-ce que ce type de pulsion peut apparaître d'un coup comme ça et puis disparaître, ou alors c'est quelque chose qui est latent? Dans la littérature, en tout cas, ce qui ressort, c'est que précisément, il y a en général un problème, un problème de place, un problème de limite, et c'est très très rare que ce soit une seule histoire qui pourrait justement faire basculer en termes de symbolique et d'imaginaire dans quelque chose de l'ordre de l'histoire d'amour, comme ça, en disant non, mais c'est parce que c'est elle, c'est parce que c'est lui. Non, ce sont des personnes qui sont sous emprise elles-mêmes d'élan comme ça, qui sont et moralement et juridiquement répréhensibles, et la littérature là-dessus est très très claire, c'est quelque chose qui revient, qui est récurrent. D'ailleurs, cette dame, manifestement la justice de Floride a requis 20 ans de prison et 10 ans de suivi, parce que précisément c'est un très très fort prédicteur de passage à l'acte à nouveau, une personne qui comme elle a abusé d'un enfant déjà. Alors, il y a une question qu'on se pose également quand même, parce que malgré tout, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont eu un enfant ensemble, même si ce petit garçon n'en voulait pas. Il y a quand même une excitation de la part du garçon. Mais c'est quoi? C'est mécanique, au fond? Alors, c'est une forme de sidération. C'est compliqué d'aborder ce type de sujet à la télé, mais c'est vrai que voilà, malgré tout, on se dit c'est passé quelque chose. C'est très très important d'en parler. Vous faites bien d'évoquer le sujet, Jean-Marc. C'est-à-dire que évidemment qu'un enfant est traversé lui aussi par des élans. Et précisément, c'est le rôle de l'adulte de le protéger de ce genre de sexualité déviante et de lui expliquer, de lui dire voilà, tu peux jouer au docteur avec des personnes de ton âge. Et si un adulte te propose ça, tu dois refuser, tu as le droit de refuser, et parle-en. Parle-en à papa, à maman, à la maîtresse. C'est très très important, précisément, c'est le piège dans lequel encore aujourd'hui peuvent tomber des adultes qui ne sont pas forcément malades et qui vont, si vous voulez, se laisser prendre au jeu de l'enfant, qui est bien sûr dans une forme même de mimétisme. C'est normal, l'enfant c'est une période d'apprentissage, donc l'enfant il est dans le mimétisme et il a besoin d'être protégé par l'adulte. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi sur la justice des mineurs. Un enfant de 11 ans qui irait assassiner quelqu'un avec un revolver est considéré en France et aux USA comme une victime, parce qu'on dit non, l'adulte aurait dû le protéger, il n'aurait pas dû avoir d'arme à feu à sa portée. C'est la même chose sur la sexualité. C'est le rôle de l'adulte, précisément, de protéger l'enfant, et notamment si l'enfant peut avoir des élans, et puis on ne sait pas ce qui se passe. Là, je quitte le cas de Christopher. Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est le rôle des éducateurs, justement, des instituteurs. Quand ils voient un enfant dans des comportements, on dit là, non, il ne peut pas l'inventer, ce truc-là. Donc peut-être il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir, les adultes devraient l'en protéger, peut-être il a été
exposé à de la pornographie, c'est interdit. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'aujourd'hui les enfants découvrent. Donc c'est un rôle important que jouent les adultes. Sabrina Philippe, psychologue, à 11 ans, on pense à la sexualité. C'est quelque chose qui existe quand on a 11 ans ou quelque chose qui est loin de nous, malgré les réseaux sociaux. Lorsque l'enfant n'est pas exposé, justement, comme le disait Jean, à des images, à des comportements, c'est pas quelque chose spontanément qui va lui apparaître. Il n'a pas une vision sexuelle encore de son corps. Il est dans la découverte de son corps, certes, mais sans sexualité associée. Ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est à la préadolescence, donc un petit peu plus tard, 12 ans, 13 ans, ça commence. Il commence à y avoir une fantasmatique autour de la sexualité qui se met en place et encore plus autour, voilà, de parades amoureuses et en effet plutôt dans l'imitation. Mais un enfant à 11 ans, tel que ce garçon-là, spontanément, si dans sa famille il n'est pas exposé, spontanément ça n'existe pas pour lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que le viol est toujours psychologique avant d'être physique. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette notion de viol, parce que on parle très peu, là encore, et c'est pour ça que ce sujet est intéressant, on parle très peu du viol d'hommes. En fait, c'est souvent des hommes qui violent des femmes, on parle très peu en sens inverse, et encore plus quand c'est un garçon qui a 11 ans. La pédophilie féminine, avec des garçons, ça existe. Ça existe, bien entendu, on en parle moins. On en parle moins parce qu'il y a moins de cas, en tout cas avérés, mais elle existe de la même façon. Il faut bien comprendre aussi que pour la personne qui est pédophile, qu'elle soit femme ou homme d'ailleurs, il n'a pas évidemment l'impression de commettre un délit. C'est-à-dire qu'il s'imagine que l'enfant est d'accord, voire même pire, que c'est bien pour l'enfant, qu'elle contribue à son éducation. Il faut bien comprendre le délire dans lequel le pédophile s'enferme lui-même. Alors justement, il y a quelques jours, le procès de Marissa pour viol sur mineur s'est ouvert en Floride, 2 ans après les révélations du jeune Christopher et plus de 5 ans après les premiers abus. La famille de l'adolescent espérait enfin une condamnation pour celle qu'ils décrivent comme une véritable prédatrice. Mais vous allez voir qu'à la barre, cette dernière n'a présenté ni excuse, ni regret. La semaine dernière, Marissa, âgée de 28 ans, comparaît devant le tribunal du comté de Hillsborough, en Floride, pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Christopher et sa famille assistent fébriles aux audiences. À la barre, Marissa se mure dans le silence. Sa personnalité est décryptée par plusieurs experts. Marissa aurait grandi dans un environnement violent et elle aurait elle-même été victime d'abus dans son enfance. Plus tard, la jeune femme se retrouve sans abri et n'obtiendra son diplôme de lycée qu'une fois derrière les barreaux. Mais pour la famille de Christopher, son passé trouble n'excuse en rien ses actes. En temps normal, on ne pense pas que les femmes puissent être des prédatrices. C'est ce que j'ai cru aussi, et voilà ce que ça m'a coûté. Le 16 octobre 2019, Marissa a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. La jeune femme risquait la prison à vie et avait négocié cette peine au préalable en plaidant coupable des faits dont elle est accusée. Je crois que cet accord négocié prouve bien que Marissa veut assumer ses responsabilités. Elle veut mettre tout ça derrière elle et aller de l'avant. Aujourd'hui, même si la justice a été rendue, Nadine n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé dans sa propre maison. En attendant, c'est bien aux côtés de son fils Christopher et de son petit-fils que la mère de famille tente de reconstruire son foyer en ayant décidé de ne plus jamais faire appel à une nourrice. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers, Jean Dorido, psychologue. Je suis assez surpris quand même de voir qu'il n'y a même pas d'excuses, au fond. Comme si elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle a fait à ce gamin de 11 ans. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le logiciel du prédateur, en l'occurrence, c'est vraiment, il s'agit d'une prédatrice, d'après la famille, c'est-à-dire que cet logiciel, précisément, la personne, elle n'est pas comme vous et moi, elle est dans autre chose, et elle ne voit même pas où est le problème. Hein. En réalité, elle est complètement ailleurs, et en plus, c'est vrai, Sabrina en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est beaucoup moins médiatisé, les agressions sexuelles commises par des femmes. D'une part, il y en a moins, c'est
c'est un fait. Et puis il y a aussi tous ces stéréotypes sexistes qui, souvent, c'est un fait, desservent la cause féminine, qui, sur le cas de la justice, peut parfois aider les femmes accusées parce que ça ne correspond pas à ce stéréotype d'une femme aimante, bienveillante, maternante. Là, on est dans autre chose, on est dans le sordide. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, même sur d'autres types de crimes. En réalité, les juges sont beaucoup plus cléments parce que ça ne rentre pas dans leur case sexiste, en réalité. Un dernier mot, Sabrina Philippe, psychologue, parce que moi, je pense à ce garçon, Christopher, quand même, papa à 11 ans. Ça va être dur pour lui quand même de se construire parce que 11 ans, on est à peine un ado, enfin on rentre à peine dans l'adolescence, donc ce gamin, comment va-t-il se construire en étant papa à 11 ans ? Là, on imagine, et vu aussi le système américain et la médiatisation qu'il a été pris en charge aussi par des psychologues, des psychiatres qui le suivent, parce qu'il y a un traumatisme, le traumatisme du viol, bien évidemment, au-delà de l'enfant, il y a le traumatisme du viol. Alors, j'ai cru comprendre que la mère disait qu'il s'occupait de cet enfant, malgré tout, qu'il était un père pour cet enfant. Il faudra en effet qu'il puisse poursuivre sa vie avec cet enfant sans lui faire porter, et c'est toujours la difficulté, sans faire porter à l'enfant le poids, finalement, de ce crime. Merci Jean Dorido, psychologue. Merci beaucoup d'avoir été en direct.